welcome. Si vous avez l'habitude de ce podcast, de ce média, vous savez que nous sommes à la recherche de l'info la plus fiable possible, avec cependant une ouverture d'esprit critique sur les sujets autour du haut potentiel intellectuel, HPI, surdoué, ES et compagnie. Et vous savez aussi que jusqu'à présent, le podcast n'a jamais abordé précisément le thème de l'hypersensibilité. Alors bien sûr, il a été évoqué maintes fois et en général pour souligner le flou de ce concept, spécialement dans l'interprétation qu'en fait le grand public, et aussi principalement pour rappeler qu'il n'y a aucune preuve ni étude qui permettent de faire le lien entre l'hypersensibilité et le haut potentiel intellectuel. Mais comme vous le savez tous, l'hypersensibilité est une notion très médiatique et très présente sur les réseaux sociaux et sur les publications en lien avec les HPI. Et il faut constamment dénouer le vrai du faux et essayer de capter surtout de quoi l'on parle. Les spécialistes qui se sont succédés dans ce podcast ont été relativement, voire très critiques de ce concept, en dehors de Jeanne Siofachin, qui constituait l'exception qui confirme la règle, dans ce podcast en tout cas. Mais comme évidemment, vous êtes comme moi, vous avez envie de connaître le pourquoi du comment, du pourquoi, eh bien il y a une personne qui peut nous aider à faire le pont entre celles et ceux qui rejettent totalement l'idée de l'existence de l'hypersensibilité et celles et ceux qui l'embrassent quelle que soit la définition utilisée, et c'est l'invité de ce show, Pascal Michelon, docteur en neurosciences qui a travaillé dans ce domaine pendant près de 15 ans aux États-Unis et qui maintenant exerce à Genève en tant qu'accompagnante pour les personnes à haut potentiel intellectuel et à haute sensibilité. Elle vient tout juste de sortir un livre au cœur des cerveaux haut potentiel et hypersensibles, comprendre et mieux se vivre grâce aux neurosciences, que je vous recommande vraiment. Moi qui n'ai pas l'habitude de lire, j'étais tellement emballé par les premières pages et les vidéos que j'ai vues d'elle que je lui ai demandé de me l'envoyer, ce qu'elle a fait. Regardez, un vrai livre que j'ai lu en entier, avec des mots dedans, j'ai pas mes lunettes. Comme son nom l'indique, le livre aborde l'aspect neuroscientifique, évidemment, des cerveaux HPI et hypersensibles, entre guillemets, elle nous expliquera pourquoi les guillemets, et il tient à cœur à Pascal Michelon, non seulement de comprendre de quoi l'on parle lorsque l'on parle d'hypersensibilité, mais aussi de comprendre le fonctionnement du cerveau des personnes qui se définissent ou se reconnaissent dans l'hypersensibilité et de les aider à se comprendre et à s'en sortir si ils ou elles ont des problèmes. Ce livre est super fascinant. Je vous mets un lien d'ailleurs dans la description si vous voulez le commander. On peut aussi, comme je l'ai dit, trouver quelques vidéos où Pascal Michelon décortique les cerveaux HPI et hypersensibles. Je vous les conseille, je vous les mets en lien elles aussi parce que dans cet épisode, nous n'allons pas revenir précisément sur des trucs qu'elle a déjà dit ou déjà écrits. Nous allons essayer en tout cas d'aller plus loin, de creuser ce principe, poser peut-être des questions qui dérangent. Enfin, pas qui dérangent notre invité, mais qui dérangent. Enfin bon, je pense sincèrement que ce show potentiel conviendra autant à celles et ceux qui suivent le podcast régulièrement et qui en se doutent que celles et ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser l'esprit critique pour ces sujets. Et nous avons encore une fois beaucoup de chance. Cette émission vous est offerte par les contributrices et les contributeurs de ce média. Merci beaucoup, vous êtes fantastiques. Ce média a vraiment et sincèrement besoin de vos donations et financements pour perdurer, pour continuer à transmettre le message et la connaissance. Si vous voulez m'aider et aider mon travail, il y a un lien unique, il est dans la description de cet épisode. Sinon, je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Merci intensément. Un petit disclaimer hyper important. Dans cet entretien, nous allons parler d'hypersensibilité et pas de symptômes de pathologie psychiatrique ou psychologique ou autres troubles du développement. Donc si jamais vous avez un doute, il est important que vous fassiez la part des choses et donc d'aller consulter les bonnes personnes. Tout de suite donc, l'entretien avec Pascal Michelon. Bonne écoute pour celles et ceux qui le suivent en podcast, audio et bonne visionnade. Pascal Michelon, bonjour, bienvenue sur le show potentiel, bienvenue sur le podcast Intensément. Bonjour Raph, merci de m'avoir invité. Donc je vais te demander s'il te plaît de te présenter. Ah, je crois que c'était toi qui faisais ça. Non, je sais pas faire en fait. Alors, que dire, je suis docteur en neurosciences, en psychologie cognitive plus exactement, qui est une branche des neurosciences. J'ai fait de la recherche pendant plusieurs années aux États-Unis sur le cerveau et en particulier sur la mémoire visuelle et la plasticité cérébrale. Et petit à petit, je me suis intéressée de plus en plus à la réalité de l'humain plutôt qu'à l'étude de l'humain finalement. J'avais ce besoin de me rapprocher des autres et d'utiliser finalement les connaissances qu'on acquérait en laboratoire.
Donc, je me suis orientée de plus en plus vers l'accompagnement, développement du cerveau en particulier. Donc, j'ai commencé par monter une entreprise de brain fitness aux États-Unis. Je me suis rapprochée encore un peu plus de l'accompagnement en me formant au coaching et en me spécialisant dans le haut potentiel et la sensibilité élevée. Et l'idée étant d'accompagner les personnes qui ont ce type de profil en comprenant leur cerveau. Donc là, c'est tout mon background scientifique et en leur donnant des clés pour s'épanouir sur le plan personnel et professionnel. Donc voilà, ça peut paraître un peu atypique comme parcours, mais la ligne conductrice, c'est vraiment moi ce qui m'anime, c'est de comprendre comment ça marche à l'intérieur de la tête des autres et dans le cerveau en particulier, de prendre levier sur la plasticité cérébrale pour permettre le changement finalement, le changement vers le mieux-être. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au potentiel intellectuel? Des raisons personnelles, parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qui m'a touchée à travers ma famille en particulier, et des raisons plus professionnelles, intellectuelles. C'est un domaine, ça dépend de quel point de vue on se place, mais le domaine de l'intelligence, c'est un domaine sur lequel il y a eu beaucoup de recherches. C'est pas nouveau en termes de sciences, de neurosciences, mais en termes de grand public, c'est de plus en plus présent dans les médias. Il m'a semblé qu'il y avait quelque chose à faire pour ces populations-là. À la fois on y reviendra peut-être, mais dans le monde francophone, il y a une vision assez négative, assez problématique du haut potentiel qui me semblait complètement étonnante. Voilà, j'aimerais de faire quelque chose de ce point de vue-là. Et puis aussi, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont en questionnement, qui sont en souffrance, qui ont ces caractéristiques, qui souffrent pas forcément parce qu'elles ont cette caractéristique, mais qui ont peut-être besoin d'être accompagnées d'une façon particulière. Donc, contribuer, c'est important. Donc, je sentais qu'il y avait une utilité aussi pour me lancer là-dedans. Je fais passer des bilans aussi. Ça m'a semblé important dans le processus d'accompagnement de commencer au commencement, en fait, avec les adultes qui se posent ces genres de questions. Moi, j'utilise le test de la VICE-4. Donc, je travaille qu'avec des adultes. Donc le test de QI, donc la VICE-4, il a ses limites dans le sens où effectivement on peut pas mesurer toutes les capacités d'un être humain en quelques heures. Donc on s'est focalisé sur certains types de capacités qui sont plus ou moins représentatives d'un ensemble. Mais c'est vrai que c'est limitant forcément. À partir du moment où on mesure quelque chose, on va limiter son contour. Il y a quand même à la fois du verbal, du visuel, du spatial. Il y a un petit peu de vitesse aussi. De la mémoire à court terme, donc c'est un échantillon de capacité d'un individu. Ce qui va être vraiment important dans le test de QI, je pense, c'est le contexte aussi, dans quel contexte on fait passer le test, qu'est-ce qui amène la personne à ce test, qu'est-ce qu'elle en attend, quelle est sa demande, qu'est-ce qui se passe pendant qu'elle passe le test aussi, ses stratégies, ses émotions, etc. Donc il y a tout ça à prendre en compte. C'est pas, moi je dis toujours, l'idée c'est pas de repartir avec le chiffre et l'étiquette, mais vraiment de comprendre et d'aller dans le détail et de voir ce qui se passe, et surtout de faire des liens entre les chiffres qu'on obtient et la vie de la personne en fait. Qu'est-ce que ça lui dit, comment elle comprend mieux sa façon d'interagir avec l'environnement, etc. Tu es sur quelques vidéos qu'on peut voir sur YouTube où tu expliques vraiment bien, je trouve, le fonctionnement du cerveau HPI. Et aussi hypersensible. Alors on va arriver là sur l'hypersensibilité. Je conseille aux gens d'aller regarder ces vidéos, principalement, je pense pour moi, celle que tu as fait avec Sandrine Larive, que je trouve super complète, super intéressante. Je vais essayer de poser des questions pour aller plus loin, et surtout pour que ça convienne aussi aux auditeurs et aux viewers de ce podcast qui ont une sensibilité plutôt assez critique au niveau de l'hypersensibilité, justement, si je peux dire ça comme ça. Et qui vont pouvoir peut-être faire des recoupements et enfin comprendre ce que c'est que cette hypersensibilité et quel est le lien avec le haut potentiel intellectuel, s'il y en a un, évidemment. Comment tu en es venu à t'intéresser à l'hypersensibilité aussi? C'est plus en rencontrant les personnes que j'accompagne qui, la plupart du temps, arrivaient avec la double question, en fait. Est-ce que je suis HPI et est-ce que j'ai vraiment une sensibilité différente? Donc c'est vraiment chez les personnes qui consultent, les adultes qui consultent, la plupart du temps, je dirais dans 90% des cas, il y a vraiment ce double questionnement. Et on voit donc dans les médias partout qu'on parle de plus en plus de ce concept aussi. Et comme pour le HPI, il y a de plus en plus de choses qui se disent et qui sont pas forcément basées sur des faits scientifiques. Donc là aussi, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire en apportant un éclairage plus objectif.
en allant voir vraiment qu'est-ce qu'on sait de cette sensibilité, qu'est-ce que ça veut dire quoi en fait, hein. Et puis surtout aussi pour répondre aux questions des gens qui arrivent avec ce questionnement, en fait, c'est quoi leur question, quelle est leur demande en fait, qu'est-ce qu'ils attendent de la réponse. Pour moi, il y a vraiment les deux choses, quoi. C'est essayer de comprendre ce que ça veut dire en soi et puis en quoi c'est important pour les personnes qui se posent cette question. Mais donc c'est pas par expérience personnelle alors? Je pensais que tu étais hypersensible toi aussi. Oui aussi. Je croyais, je veux dire, enfin, ou que tu te considérais comme hypersensible, puisqu'il me semble que c'est comme ça que tu te présentais dans le TED Talk, puisque tu es la première invitée qui a fait un TED Talk. Alors là, franchement, comment on fait pour faire un TED Talk au fait? Il faut s'inscrire où? Moi, j'étais invitée en fait. Non, je rigole, je me doute bien que tu as été invitée. Félicitations. Il est super intéressant d'ailleurs. C'est dommage, il y a un son pas très bon, mais. Oui, donc c'est vrai pour les deux problématiques HPI ou sensibilité élevée, hein, je me sens concernée. Et tu l'as découvert étant jeune ou c'est petit à petit en t'intéressant à ça, en fait? Comment est-ce que on découvre qu'on est hypersensible, je veux dire? De ton expérience, évidemment. De mon expérience. Alors, je pense que c'est différent que par rapport au HPI. Le HPI, souvent, c'est par les enfants, ou tout d'un coup, un jour, il y a quelqu'un qui vous interpelle en disant « mais tu serais pas HP hein ?» Pour la sensibilité, j'ai l'impression que les gens, ils viennent plus parce qu'elles ont souffert ou ont noté une différence par rapport aux autres, en fait, et qu'un jour, elles sont tombées sur le terme hypersensibilité. Donc, je pense que là, c'est plus par les médias ou tout ce qu'on entend autour de ce concept aujourd'hui, hein, dans ce que je vois dans les gens qui me consultent. Ouais. Une des particularités qui fait que les gens pensent négatif et trouble en pensant au potentiel intellectuel, c'est justement cette association au potentiel intellectuel et hypersensibilité, qui est considérée par beaucoup de personnes, l'hypersensibilité, comme un problème et pas comme quelque chose de bien. Donc peut-être commencer par définir l'hypersensibilité et ce que tu penses, toi, du lien qu'il y aurait ou qu'il n'y aurait pas entre au potentiel intellectuel et hypersensibilité, et après on développera dessus. Alors, en une phrase, l'hypersensibilité, c'est pas possible. Bon, ben écoute, c'est pas grave. Alors, en fait, ça serait possible si on savait ce que c'est exactement, en fait. Tout dépend de ce qu'on entend par là, en fait. Donc, c'est pour ça que je m'y suis intéressée et c'est pour ça que j'ai écrit à ce sujet du point de vue des neurosciences. Pour moi, l'hypersensibilité, comme on l'a décrit actuellement, ça recouvre plusieurs définitions, en fait. Donc déjà, il y a la différence entre la sensibilité sensorielle et la sensibilité émotionnelle. Donc une sensation, c'est complètement différent d'une émotion, en fait, hein. La sensation, c'est ce qu'on va percevoir à travers nos systèmes des sens. Donc là, on peut imaginer que certaines personnes ont un seuil neurologique qui est plus bas que d'autres, donc elles vont percevoir plus rapidement certaines informations, être plus capter plus de subtilité dans leur environnement. Après, il y a la sensibilité émotionnelle, donc c'est là qu'on rentre dans quelque chose de un peu nébuleux du point de vue scientifique, parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi on parle exactement. Donc, ce qu'on entend beaucoup, moi, ce que j'ai repéré comme point commun, ce serait des personnes qui détectent les émotions plus que d'autres, plus facilement, plus rapidement. Donc là, moi, c'est pas une définition Oui. scientifique, hein, c'est des observations et des hypothèses. Après, on remarque qu'il y a cette intensité du ressenti qui est toujours partagée. Et aussi, souvent, les personnes qui se disent hypersensibles parlent d'empathie plus élevée. Donc, il y a à la fois ça, il y a la perception des émotions, l'intensité des émotions et l'empathie. Hein. Donc ça correspond à rien sur le plan scientifique, en fait. C'est pas un concept, il y a rien qui regroupe ces trois caractéristiques. Donc, dans mon livre, j'ai essayé de m'interroger et à la suite de d'autres, hein. C'est pas moi qui ai inventé tous ces questionnements non plus, mais de m'interroger sur cette sensibilité, du point de vue scientifique, à quoi ça pourrait correspondre, qu'est-ce qu'on a comme données. Et en fait, on a peu de données aujourd'hui. Alors, ça veut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais on a peu de données. À part au niveau des études plus sur la sensibilité à l'environnement d'une façon générale. Donc là, c'est tout le courant d'Hélène Aron, hein, qui montre que certains individus seraient plus sensibles à leur environnement, mais là, de nouveau, de quoi on parle exactement, c'est pas très clair. Hein.
Hélène Aron, qui est celle qui a, entre guillemets, popularisé le terme, mais enfin, je sais même pas si elle a popularisé le terme, puisqu'en même temps, il a été réutilisé en français sous un autre nom, mais Oui, mais je sais que enfin, c'est le nom qui revient souvent dans le développement du concept d'hypersensibilité. effectivement, puisque c'est une des rares personnes en sciences. Donc déjà, au niveau des sciences, en général, on étudie des groupes et pas des différences individuelles. Donc, il y a plus d'études sur l'intelligence que sur la sensibilité, parce que l'intelligence, c'est partagé par plein de gens, alors que la sensibilité, ça départage les individus. Donc, c'est plus de la psychologie différentielle, hein, on est plus dans ce niveau-là. Et donc, Hélène Aron, c'est elle qui a fait le plus d'études scientifiques sur cette idée de sensibilité. Effectivement, en anglais, on parle pas d'hypersensibilité, on parle de high sensitivity, donc c'est de la sensibilité élevée, la haute sensibilité. Il n'y a pas de notion de c'est bien, c'est trop, c'est pas assez. Oui, c'est ce côté hyper. On ne sait pas si c'est comme hypermarché. On trouve ça négatif. Oui. C'est peut-être ça. En même temps, moi, quand je rentre dans un hypermarché, je te dis, je deviens hypersensible. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Mais bon, à part le fait que je me pose la question par rapport à ce que tu as dit, que je me demande qui pourrait ne pas avoir d'hypersensibilité, mais bon. Parce que pour moi, Hélène Aron a développé ce questionnaire là. Oui, voilà. Qu'elle a utilisé sur des gros échantillons de population quand même. Donc, bien qu'on puisse critiquer sa théorie, moi je trouve que l'utilité, c'est qu'elle a développé cet outil, puis elle a commencé à faire des études scientifiques sur le domaine. Donc, c'est un des premiers pas. Pour l'instant, le premier questionnaire validé d'hypersensibilité, donc qui est validé par la communauté, je sais pas si c'est scientifique ou psychologique, je sais pas comment qui l'a validé. Donc après, avec voilà, c'est vrai qu'il a été utilisé dans plein d'études. Il est aussi très critiqué parce qu'on peut se demander qu'est-ce que c'est que cette sensibilité, justement. Le questionnaire, c'est un questionnaire d'auto-évaluation où on répond par oui, par non à certaines questions. Exactement, ouais. C'est pour ça aussi qu'il est critiqué, mais c'est normal de critiquer comme ça, mais en même temps, je vois pas comment on peut faire pour l'instant. Alors, de toute façon, si on rejette l'auto-évaluation, on rejette toutes les études sur la personnalité. On part du principe qu'un individu se connaît plus ou moins. Après, il y a plein de biais de désirabilité sociale, etc., qui peuvent entrer en jeu quand on répond à ce type de questionnaire, mais donc, Hélène Aron, elle a utilisé, mais c'est celui que tu mets à l'écran, là. Voilà, ouais. Je sais pas si c'est la traduction officielle. Le problème, il est là. Donc, il y a une étude, oui, je me souviens plus des auteurs, qui a fait une traduction en français. Parce que là où c'est différent de celle en anglais, c'est que là, il dit répondre à chaque question sincèrement oui ou non, alors qu'en fait, il me semble que dans l'anglais, il y a une échelle. Oui, donc là, c'est une version simplifiée, hein, effectivement. Il y a des versions avec plus de questions aussi. Donc, une des critiques, c'est au niveau des facteurs, justement, quelles sont les dimensions qui sont couvertes par ces questions. D'une étude à l'autre, c'est pas très clair, puisqu'on a des questions qui sont plus sur la sensibilité sensorielle, d'autres plus sur le débordement émotionnel, d'autres sur la sensibilité à l'esthétisme. Donc, il y a quelques facteurs comme ça qui sont mélangés. Donc, ça montre bien aussi un peu la complexité du concept, finalement. Je crois que si on va sur son site, Hélène Aron, elle met le même questionnaire en oui/non, hein, il me semble. Ah bon? Parce que moi, je suis tombé sur, je crois que c'est celui-là, avec not at all, moderately, extremely. Donc ça, c'est celui qu'on utiliserait ce qui est utilisé dans les études scientifiques, effectivement. Est-ce que tu l'utilises, toi, avec les gens que tu accompagnes? Oui. Est-ce que tu vas utiliser le CAS bientôt ou pas? Alors, faut que je précise ce que c'est. Il y a une nouvelle échelle d'hypersensibilité qui vient d'être créée, je sais pas comment on appelle ça, lancée sur le marché, diraient les Américains, et qui est française donc, et qui a été développée par Claubert et son équipe, qui s'appelle le CAS, que j'ai aussi là. Alors jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'utilisais celui d'Hélène Aron, et j'ai découvert celui créé par Nathalie Claubert et Nicolas Gaury, qui met gratuitement à disposition, voilà, de toute la communauté scientifique et clinique. Donc c'est aussi un questionnaire d'auto-évaluation qui a été validé au niveau des critères, et au niveau de la construction aussi, qui est un peu différent de celui d'Hélène Aron. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il inclut des aspects aussi positifs au niveau de la sensibilité, puisque celui d'Hélène Aron était vraiment focalisé sur les aspects
potentiellement négatifs, de débordements, etc. Or, il y a des personnes qui sont sensibles et qui le vivent très bien et qui sont pas dans des débordements. Oui, mais alors, ce qui est bizarre, parce que, bon, en fait, moi, je suis pas spécialiste du tout, mais j'ai déjà regardé des conférences d'Elaine Aron, et je l'ai vu revenir plusieurs fois sur le fait que pour elle, l'hypersensibilité, c'était pas négatif. Donc, comment ça se fait que son questionnaire laisserait ce sentiment de négativité? Je sais pas. C'est une façon de poser des questions, hein. Après, dans le CAS, il y a aussi, il y a plusieurs facteurs, je me souviens plus exactement, mais il y a le facteur de surcharge, en fait, hein. Il y a aussi l'esthétisme, la sensibilité sensorielle, le facteur de surcharge. Donc, c'est une façon de poser les questions. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant dans ce questionnaire, c'est qu'il a été normé sur un échantillon. On voit des différentes normes en fonction de l'âge aussi. Lequel tu parles? Le CAS. Le CAS, oui, sur 36 000 ou 35 000 personnes, je crois, un truc comme ça. Mais je sais pas s'il a été normé sur 36 000 personnes, mais en tout cas, ils ont fait appel à 30 000 volontaires ou un truc comme ça. Mais je crois pour les normes, non, parce qu'il me semble pour les 35 000 volontaires, c'était l'échantillon était légèrement biaisé puisqu'ils avaient mentionné la sensibilité dans le recrutement. D'accord, ok. Alors que pour les normes, c'était vraiment un échantillon représentatif de la population. Et il me semble qu'il y a peut-être 2000 personnes ou quelque chose comme ça. Donc, non, je ne savais absolument pas que c'était normé et tout ça, c'est génial. Voilà. Bon, après, on peut remettre en question le concept de toujours, hein, mais ça permet d'avoir un outil plus précis, plus fin, et pour répondre aux questionnements des gens qui viennent consulter, en fait, en se demandant est-ce que je suis différent, parce que c'est toujours ça la question, c'est je me sens différent, et en quoi je suis vraiment différent. La première approche, l'outil, poser un mot dessus, c'est vraiment le premier pas. Et après, c'est comment apprivoiser cette différence et comment on la vit, en fait. Parce que comme on vient de dire, tu demandais est-ce que tout le monde n'est pas hypersensible. D'après le questionnaire d'Aron, d'après le CAS, effectivement, on peut normer. Donc, non, tout le monde n'est pas dans cette sensibilité élevée. Et donc, quand on est peu ou plus sensible que la moyenne, comment on le vit en fait, comment ça a été perçu par notre environnement, est-ce qu'on le vit bien ou mal, est-ce que c'est un sentiment de décalage ou pas, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est ça qui va être intéressant après. Quel serait le lien entre le haut potentiel intellectuel donc et cette fameuse hypersensibilité, s'il y en a? Alors déjà, peut-être si on revenait en arrière, justement, parce qu'on ne sait pas ce qui fait que je disais, dans la sensibilité émotionnelle, on parle de peut-être une facilité à détecter les émotions sur le visage des autres. Là, il n'y a pas de données, donc on ne sait pas si une personne sensible, elle détecte plus facilement les émotions ou pas qu'une autre. Au niveau de l'intensité du ressenti, qu'est-ce qui fait qu'on a une intensité de ressenti? Donc ça, c'est très subjectif, en fait, hein, l'intensité du ressenti. Et ça peut venir de plein de choses. Et donc, comme tu sais, une émotion, c'est une réaction à une situation, en fait. Donc, ça va dépendre de l'analyse qu'on a de la situation qui va faire naître cette réaction chez nous. Donc, peut-être que l'intensité du ressenti peut venir de la façon dont on interprète les situations. Ça peut peut-être venir de ces réactions physiologiques qui sont plus importantes chez certaines personnes que chez d'autres. Donc, on sait vraiment pas, en fait. Ça rend difficile de répondre à ta question. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Au niveau de l'empathie aussi, quand les personnes plus sensibles se disent plus empathiques, en fait, elles parlent de quoi? Donc, parce que l'empathie, c'est un concept complexe, hein, où on va parler d'empathie affective, hein, mais aussi d'empathie cognitive. Donc, l'empathie affective, c'est ma capacité à ressentir ce que tu ressens, vraiment à le vivre moi-même. Et l'empathie cognitive, c'est ma capacité à comprendre, en fait, ce qui t'a amené à ressentir cela. Dans ce domaine-là, on n'a pas de données non plus. Donc, il y a quelques données qui montrent que peut-être le cerveau des personnes plus sensibles s'active plus au niveau des zones d'empathie affective. Hein. Mais au niveau de l'empathie cognitive, on n'a aucune donnée. Donc, une personne qui est plus sensible, peut-être, comprend moins bien les émotions des autres qu'une autre. Hein. Ouais, j'exagère, mais... Oui, non, mais oui. Donc, c'est là la différence, je pense, entre, donc je viens à ta question, entre la sensibilité et l'intelligence émotionnelle. Hein. Oui. Donc, la sensibilité, ce serait peut-être la façon dont je capte tout ce qui se passe autour de moi. Donc, c'est plus la sensibilité, justement, au sens Aron. Hein. Donc, je vais capter plus de choses et peut-être plus les émotions. Je vais être plus sensible aux situations émotionnelles. Donc, pourquoi, on ne sait pas, mais... Donc, en fait, excuse-moi, je vais juste te couper juste 30 secondes. Donc, en fait, Aron, selon toi,
parce que moi, encore une fois, je suis pas spécialiste, donc je ne savais pas ça. Je pensais qu'Hélène Aron avait développé ce concept d'hypersensibilité, pas uniquement sur les sens, mais en fait, elle est focusée uniquement sur l'environnement. Justement, elle mélange, il y a à la fois les sens et les émotions, donc c'est là qu'on peut la critiquer, parce que pourquoi quelqu'un qui est plus sensible au niveau perceptif, au niveau visuel, il sera aussi plus sensible au niveau des émotions. Donc là, on ne sait pas, en fait, il n'y a pas d'études qui montrent un lien. Donc, d'accord. Mais c'est une théorie, en tout cas. Donc, si on est plus sensible au sens réactif, comme ça, à ce qui se passe dans l'environnement, est-ce que ça fait de nous quelqu'un de plus intelligent émotionnellement? C'est pas évident non plus. Là, il n'y a aucune donnée qui montre que c'est le cas. Même au contraire, on pourrait imaginer que si on est plus sensible, on va être peut-être plus facilement en saturation et plus facilement débordé, ce qui va faire que ça va être plus difficile d'utiliser les émotions, de les comprendre, mais pas toujours. Oui, mais si on prend la sensibilité comme justement, je sais pas, par exemple, le fait de ressentir les odeurs plus fort, ça, on peut ressentir les odeurs plus fortes et être intelligent pour les analyser aussi. Je veux dire, on peut mélanger les deux, je suppose. Les deux sont deux choses différentes finalement. Donc effectivement, on peut être tellement submergé par l'odeur qu'on va fuir et puis on découvrira jamais ce qu'il y avait derrière la porte. Ou alors se dire ouais, ok, là je sens quelque chose de très fort, mais j'arrive à me réguler, me dire bon bah c'est pas grave, je relativise et tout, je trouve une solution, je me mets un mouchoir sur le nez et puis j'ouvre la porte et puis je vois ce qu'il y a derrière. Ouais. Mais du coup, j'ai pas oublié ta question. Ah. Quel est le lien, est-ce qu'il y en a entre HPI et l'hypersensibilité? Donc maintenant qu'on fait la différence entre la sensibilité à l'environnement, aux émotions et l'intelligence émotionnelle, est-ce qu'il y a un lien entre l'intelligence au sens QI classique et l'intelligence émotionnelle? En gros, c'est un peu ça ta question, peut-être. Intelligence émotionnelle, non, je pensais vraiment entre intelligence au sens QI et hypersensibilité au sens de va savoir lequel tu veux mettre. Voilà, un peu ça. Alors, on va prendre les uns après les autres. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le HPI au sens QI et la sensibilité au sens j'ai plus d'intensité de ressenti? À ma connaissance, non, il n'y a pas d'études en fait. Donc on ne sait pas. Il n'y a pas d'études à grande échelle. Après, si je prends les personnes qui viennent me consulter et que je fais, d'ailleurs, j'ai mis un schéma comme ça dans mon livre. Si je prends les 100 dernières personnes qui sont venues me consulter adultes en se demandant est-ce que je suis HPI et j'ai des difficultés, je me sens en décalage, etc. Là, 98% sont aussi sensibles en utilisant le questionnaire d'Hélène Aron. Mais c'est un échantillon biaisé. C'est un échantillon. Eh ben oui. C'est normal qu'ils viennent consulter en même temps. Oui. Peut-être. Donc, si on prend tous les HPI, on ne sait pas du tout s'ils ont aussi cette sensibilité. Après, il y a certaines études qui montrent qu'il y a certaines capacités de discrimination qui sont plus élevées chez les personnes HPI. Donc, arriver à distinguer des sons plus finement. Souvent, les études portent sur les sons. Donc, il y a le cerveau. Donc là, on est plus au niveau du seuil neurologique, peut-être, du cerveau qui arrive à discriminer. Donc, ça, je trouve ça super intéressant. Hein. Je trouve ça super intéressant. J'ai été dans la musique pendant très longtemps et je me pose des questions sur ça aussi. Bon, maintenant, je suis hyperacousique, hein, mais bon. Voilà. Alors, il paraît qu'il y a beaucoup d'HPI hyperacousiques selon les stéréotypes qui traînent. Donc il y a peu d'études, hein. Donc effectivement, il semblerait que on peut imaginer que si c'est être HP, c'est une question d'avoir plus de connectivité, plus d'efficacité dans certaines zones. Pourquoi pas que ce soit présent aussi dans les zones de perception. Donc c'est tout à fait possible, mais il faudrait faire plus d'études là aussi. Au niveau de la sensibilité émotionnelle, vu qu'on ne sait pas la mesurer, on ne sait pas. Au niveau de l'intelligence émotionnelle, donc là, ça va dépendre comment on la mesure, en fait, entre le HPI et l'intelligence émotionnelle. Hein. Si on la mesure en termes de plus, je fais dans les grandes lignes, si on la mesure plus en termes d'auto-questionnaire, les HPI vont avoir tendance à se sous-évaluer en termes d'intelligence émotionnelle par rapport à d'autres. Et si on la mesure en plus avec des tests de quotient émotionnel qui essaient de mesurer des capacités, vraiment de capacité à identifier les émotions chez les autres, capacité d'empathie cognitive, là on trouve une petite corrélation, donc qui semblerait suggérer que si on a un plus haut QI, on a aussi un plus haut QE, mais c'est une petite corrélation. Le QE, dans ces études-là, il était mesuré comment?
Ce sont différents paradigmes ou exercices en fait qui ont été calibrés scientifiquement d'après les modèles d'intelligence émotionnelle de Salovey, etc. Par exemple, il y a un test qui a été développé à l'université de Genève. Hein. Donc, il y a 4 exercices dans le test. Un qui permet de mesurer comment tu arrives à identifier une émotion sur le visage des autres. Donc, tu as des petites vidéos qui sont présentées, puis tu as des choix de réponses. Il y a un exercice sur la régulation émotionnelle. Qu'est-ce que tu mets en place quand tu as des émotions très fortes? Il y en a un autre sur les comportements que tu vas utiliser dans des interactions compliquées. Et ça a été normé à partir d'échantillons de la population. Donc c'est des tentatives. Après, aucun test n'est parfait, surtout dans le domaine des émotions. Hein. T'es pas mis en situation pour de vrai. Donc il y a quand même quelques outils qui émergent dans ce domaine-là qui sont objectifs. Hein. Après, je pense que c'est comme... juste de faire un entretien avec Livio Tridoli, qui est un vulgarisateur scientifique, étudiant en psychologie, et qui a fait une série de 4 articles sur l'intelligence émotionnelle, et donc qui détaille un peu toutes les différences et tous les diverses tentatives de mesure de l'intelligence émotionnelle. Donc je mettrai un lien vers cette vidéo pour si les gens veulent comprendre justement qui étaient tous ceux qui ont développé les tests et tout ça. Mais donc, du coup, voilà, est-ce qu'il y a un lien entre HPI et sensibilité? Ben, on ne sait pas trop. Et c'est pas parce qu'on est HPI qu'on est hypersensible, loin de là. C'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est HPI, ça, absolument pas. Et je pense qu'il faut un minimum de capacité intellectuelle pour être intelligent émotionnellement, mais il faut aussi une certaine sensibilité, parce que si on capte pas les émotions des autres, on ne peut pas être intelligent émotionnellement. Donc, on arrive à être intelligent émotionnellement quand on a un minimum de sensibilité, un minimum d'intelligence, et qu'on arrive à... Oui, mais ce que tu appelles un minimum de sensibilité, c'est pas ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Pas forcément, non. Alors après, si on est plus sensible que la norme, ça peut nous donner plus d'outils, parce que si en regardant ton visage, j'ai aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est sûr que je vais avoir du mal à être intelligent émotionnellement. Je vois. C'est peut-être malheureusement aussi ce qui arrive chez certains autistes. Donc certains qui ont des caractéristiques autistiques, je crois qu'ils ont du mal à décoder les émotions. Oui, alors là, on rentre encore dans un autre domaine. Oui, là c'est autre chose, mais c'était d'un seul coup j'avais cette idée. Mais alors, on va revenir aux neurosciences, parce que en fait, donc une des personnes qui ont popularisé l'idée de relation entre l'hypersensibilité et le haut potentiel intellectuel, c'est Jeanne Siofachin. Et ça lui arrive, j'ai déjà vu plusieurs fois des interventions d'elle dans ce sens-là, de dire, et d'ailleurs je crois qu'elle me l'a dit aussi dans l'entretien qu'elle a fait avec moi, mais j'en suis pas certain, donc, que selon elle avait vu des études qui montraient qu'il y avait une amygdale plus développée chez les hauts potentiels intellectuels et que ça avait peut-être un rapport avec l'hypersensibilité. Et je crois que tu en parles aussi de cette histoire d'amygdale, mais je sais plus si c'est en parlant des hauts potentiels ou en parlant des hypersensibles. Alors on parle pas de l'amygdale là, hein, on parle de de l'amygdale qu'il y a dans le cerveau, que je saurais pas placer d'ailleurs, je sais pas où elle est, de toute façon je sais pas, je comprends rien au cerveau, je sais où est le cerveau à peu près, mais après le reste, je sais pas trop. Alors l'amygdale, donc effectivement c'est pas celles qui sont là, j'ai eu la question une fois dans une conférence, ils sont les amygdales, qu'est-ce qui se passe? Donc ce sont des structures qui sont au niveau limbique, donc c'est profondément dans le centre du cerveau. D'accord, c'est à l'intérieur. Voilà, enfin oui, c'est à l'intérieur, ça c'est normal, mais je veux dire c'est profondément. Au milieu, quoi. Ouais. Au milieu, d'accord. C'est des petites structures, ça en amande. Donc ce sont des structures qui sont activées en lien avec notre réaction émotionnelle. Hein. Dans les théories les plus récentes, qui s'activent en fonction de la pertinence de la situation pour nous, en fait. Donc plus c'est pertinent pour nous, donc au niveau danger, mais autre aussi, plus il va y avoir d'activité dans ces amygdales. Plus on va réagir finalement. Et donc dans le circuit émotionnel, tout d'abord il y a cette interprétation très rapide de la situation à un niveau implicite, inconscient, qui implique aussi des zones frontales. Hein. L'amygdale s'active en fonction du résultat de cette analyse, et puis ensuite c'est de nouveau le cortex préfrontal qui va s'activer pour réguler l'activité dans l'amygdale, choisir un comportement finalement et résoudre la situation. Donc c'est un peu comme ça que ça marche. Alors moi, j'ai aucune connaissance d'études qui montreraient qu'il y a plus d'activité dans l'amygdale chez les personnes au potentiel intellectuel. S'il y en avait une déterminante, tu le saurais, je veux dire. J'espère.
Alors voilà, donc je n'ai pas connaissance, je ne vais pas contredire, voilà, je ne connais pas tout, hein, mais Non, je non, connais. mais d'autant que elle n'était pas, enfin, je veux dire, c'est une idée qu'elle ressort, mais elle dit elle-même qu'elle n'est pas spécialiste. Et d'ailleurs, elle ne cite pas cette étude. Elle disait qu'elle avait vu quelque part. Alors après, voilà. Je sais pas ce D'accord, que ça veut donc moi j'ai jamais vu, effectivement. Et au niveau des personnes hautement sensibles, hein, donc il y a peu d'études, hein. Les quelques études, encore une fois, je les connais pas toutes, hein. Il me semble que ce qu'on a vu, c'est plus d'activité plus au niveau de l'insula, donc qui est plus c'est une autre structure qui est active, si on fait grosso modo hein, quand on est dans des situations d'empathie en fait. Donc effectivement, D'accord. il y a plus d'activité dans ces zones-là. Donc l'empathie affective, hein, plus quand Affective. justement je vois un visage qui montre une émotion et qu'est-ce qui se passe en retour, en miroir. Ok. Apparemment, donc il y a plus d'activité chez les personnes plus sensibles. Et il y avait une autre étude, si je me souviens bien, qui montrait là, au contraire, moins d'activité entre l'amygdale et une structure de substance grise hein, chez les personnes plus sensibles. Donc là, ce qui impliquerait peut-être problème au niveau de la régulation de l'amygdale. Mais il n'y avait pas plus d'activité dans l'amygdale, dans mon souvenir. Et alors, tu expliques aussi qu'il y aurait chez les personnes hypersensibles, donc tu disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup d'études scientifiques sur les hypersensibles, mais il y a certaines différences qu'on voit quand même au niveau neurosciences chez les hypersensibles, et tu disais qu'il y avait des différences au niveau du cortex, d'où une acuité dans la perception. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est ces études-là? Et est-ce qu'on voit des différences comme ça aussi au niveau des hauts potentiels intellectuels? Parce que j'essaie toujours de faire le lien, parce que les gens font le lien. Alors moi, je suis ni pour ni contre. Moi, je veux bien qu'il y ait des liens ou pas, mais en tout cas, savoir, comprendre. Donc le cortex, c'est la couche extérieure du cerveau en fait, là où se situent les corps des neurones en fait. C'est l'écorce en fait, ça veut dire. Ah, cortex, ça veut dire écorce. Oui, vraiment c'est voilà, le Ah bah alors pourtour là, en c'est fait. Et à le l'intérieur, tu meilleur. as des connexions et puis tu as Je pense que c'est un moyen mnémotechnique. ça va rester. Merci beaucoup. Je savais qu'il fallait t'inviter, je savais. Donc tu disais, pardon, le cortex. Donc, voilà, donc tu me demandais est-ce qu'il y a des différences, est-ce qu'on observe des différences dans le cerveau hypersensible, hein. Alors, on va mettre des guillemets maintenant à chaque fois qu'on le dit. Donc effectivement, il y a quelques études, hein, principalement par Aaron et son équipe, hein, qui montrent quelques différences selon le niveau de sensibilité des gens. En particulier au niveau donc lorsqu'on va montrer à ces personnes-là un visage qui exprime une émotion, par exemple, on va voir que certaines zones s'activent plus que chez des personnes qui sont moins sensibles. Et ce qui est le résultat principal, c'est que c'est au niveau de l'analyse en fait des images, hein. Donc l'analyse en profondeur de ces images-là, qu'on va avoir plus d'activité dans ces zones-là, chez les personnes les plus sensibles. Aussi au niveau de l'insula dont je te parlais, plus en lien avec l'empathie, un surcroît d'activité au niveau de l'hypothalamus. Donc là, on est plus dans la régulation du stress peut-être, hein. Il y a plusieurs fonctions. Donc il y a quelques études qui semblent montrer des différences. Là aussi, il faudrait des plus gros échantillons et des outils pour mesurer la sensibilité et puis surtout savoir quoi on parle peut-être pour aller plus C'est loin. quoi qui fait qu'il n'y a pas assez d'études selon toi? Alors je pense que c'est récent et c'est pas défini en fait, hein. Oui, mais justement, d'essayer de le définir, ça paraît être intéressant, surtout qu'il y a un marché qui, en tout cas en France, est assez grand, quoi, maintenant. Je Alors sais les pas. chercheurs ils sont pas là-dedans. Oui, Justement, d'accord, les je sais. chercheurs ils ont il y a toutes les études qui datent maintenant hein, sur l'intensité affective, hein, qui sont pas très à la mode aux recherches, hein. Il y a toutes les études sur l'intelligence émotionnelle. Alors là, par contre, c'est florissant, mais c'est plus de comprendre ce que c'est, hein. Encore une fois, c'est pas d'essayer de voir des différences entre les gens. Donc c'est souvent ça la science. C'est pas au niveau des différences individuelles. Donc il y a moins d'études qui observent les différences individuelles, sauf quand on parle de pathologie. Il y a beaucoup d'études sur l'autisme, sur Alzheimer, etc. Mais sur des différences individuelles comme ceci qui
pose pas de problème en soi, il y en a peu. Toutes les études sur le HPI, c'est pas sur le HPI, en fait, c'est sur l'intelligence en général. Hein. Oui, oui, et on s'intéresse pas aux individus qui sont vraiment plus dans les études scientifiques. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a peu d'études dans ce domaine-là. Ouais, mais alors, donc ça risque d'être un peu lent pour comprendre. Il y a des chances. C'est pour ça Alain Aron, elle a le mérite de nous apporter quelques informations de temps en temps. Et il y a quelques personnes au niveau de l'intelligence émotionnelle qui s'intéressent aussi un peu plus à ces aspects de sensibilité maintenant. Mais... Intelligence émotionnelle, moi, ça me fait penser à HPE. Alors, comment tu... Bon, je sais très bien que je l'ai vu dans les autres vidéos que tu dis, comme tout le monde, que le terme HPE n'a pas de réalité ni psychologique ni scientifique. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'il y a l'équivalent de cette espèce de HPE qui est utilisé en France à tort et à travers? Est-ce qu'il y a l'équivalent de ça aux États-Unis? Le terme, je sais pas. Aux États-Unis, on va parler de gifted persons. Donc, on est gifted, ça peut être au niveau de l'intelligence au sens QI, mais ça peut être pour les maths, pour l'art, pour une performance en particulier ou la musique. Donc, c'est beaucoup plus inclusif, beaucoup plus fourre-tout aussi, le terme de gifted, justement. Donc là aussi, il y a pas mal de zones pas très claires, même au niveau scientifique. Donc, on va avoir un paper sur les gifted persons, et en fait, on parle d'étudiants forts en maths, et puis il y en a un autre sur les gifted persons, qui a été mesuré avec le QI, et puis un autre, ça va être au niveau de la créativité. Donc, c'est un peu tout mélangé aussi. Donc là, au niveau du HPE, effectivement... Donc, ça n'a pas que ses avantages, pardon, le fait d'utiliser qu'un seul mot pour tout ça. Non. Dans un sens, parce que en France, on dit toujours, enfin en France, nous on dit toujours, ah oui, ben aux États-Unis au moins ils ont qu'un seul mot, ils ont pas 356 définitions pour le potentiel, et non, en fait, ça n'a pas que ses avantages. Donc. Effectivement, oui, ça aurait un avantage si tout le monde mettait la même chose derrière, en fait. Oui. Et idem pour le HPE, en fait. Moi, quand les personnes me consultent et on me questionne moi est-ce que je suis HPE, moi, ma première question c'est qu'est-ce que ça veut dire quoi pour vous, en fait. Comme ça, on est sûr qu'on parle de la même chose. Et donc, suppose qu'elles te disent, pour moi, le HPE, c'est que d'ailleurs, qu'est-ce qu'elles te disent en général, d'ailleurs? Donc, en général, on retrouve ce qu'il y a derrière la sensibilité élevée, en fait. Donc, les personnes sont très empathiques, très sensibles, hein. Et la notion d'intelligence, c'est qu'elles ont l'impression c'est plus dans l'impression de capter, en fait, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elles veulent dire par capter, justement? Est-ce que c'est juste ressentir ou est-ce que c'est aller plus loin et comprendre et comment elles utilisent les émotions dans les interactions? Donc, c'est en discutant avec elles que on se rend compte de ce qu'elles veulent dire, et aussi ça permet d'un peu de faire la différence entre sensibilité et intelligence émotionnelle. Et moi, je leur explique qu'on va essayer d'évaluer les deux avec des outils différents. Et à la sortie, effectivement, alors elles cherchent pas forcément à montrer qu'elles sont plus intelligentes émotionnellement que les autres. Elles cherchent plus à se comprendre finalement, à comprendre cette différence qu'elles ressentent avec les autres au niveau des émotions. Ok, alors je vais te poser une question idiote. J'ai compris ce que tu viens de me dire par rapport au HPE, mais alors elles le mettent où, le coût du potentiel d'un HPE? Il servirait à quoi, ce P de potentiel? Dans HPI, je vois à peu près, je suis pas sûr d'être d'accord, mais je le vois, mais dans HPE, je le comprends absolument pas. Je vois pas le potentiel du HPE sous la forme-là que tu viens de me décrire, et qui est la forme la plus commune, effectivement, sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un se dit HPE, c'est ce que tu viens de décrire, effectivement. Alors, je dirais j'ai l'impression que c'est pas ça qui est important pour la personne qui utilise le terme, en fait. Donc, le terme, il a été inventé par certaines personnes, hein. Et ça a été repris simplement parce que ce qui est derrière le terme, ça parle à certaines personnes. Et ce qui leur parle, c'est ça, c'est se reconnaître, c'est dire oui, moi je suis hyper empathique, je ressens beaucoup les émotions, mes ressentis sont intenses aussi, et je sais pas pas toujours quoi en faire, et je me sens vraiment différent des gens, j'ai pas l'impression d'être compris. Donc ça, c'est souvent ce qu'on entend derrière cette sensibilité élevée quand elle est dans le trop plein. En fait, encore une fois, il y a des gens qui ont tout ça et qui arrivent bien à réguler. Je pense que ce qui fait la grosse différence, c'est justement en termes d'intelligence émotionnelle. Dans quelle mesure j'arrive à réguler mes émotions pour les comprendre et les utiliser, puisque elles ont une fonction, les émotions.
Donc c'est ça qui va faire la différence entre une sensibilité élevée qui est bien vécue et une sensibilité élevée qui est moins bien vécue, c'est notre capacité à réguler les émotions. Donc peut-être pour moi, dans ce sens-là, peut-être qu'on pourrait voir un potentiel, il y a un potentiel d'intelligence émotionnelle chez une personne plus sensible, hein, puisqu'elle va avoir accès à toutes ces informations émotionnelles. Donc si elle arrive à les réguler, à les comprendre, bah là, elle va pouvoir avoir justement une intelligence émotionnelle peut-être plus élevée qu'une autre personne qui est moins sensible. Hein. Donc on peut le voir comme ça. Mais la personne qui appelle en disant bah voilà, j'ai besoin de savoir, c'est plutôt flou dans sa tête, hein, oui, d'accord. puisque la définition est floue. Hein. Ouais. Oui, mais elles le savent pas, parce que quand on argumente avec elles, ça m'est arrivé plein de fois sur les réseaux. Alors, je le fais moins maintenant parce que c'est un peu bébête. Mais des fois, j'arrive pas à me retenir. Quand on leur explique que ça n'existe pas, que c'est un concept qui a été inventé, et qu'au final, effectivement, ça correspondrait à ça ou à ça, à des trucs différents, ben on a l'impression qu'on leur détruit un monde, ce qui est peut-être la vérité. mais des fois, on a l'impression qu'elles sont bien arrêtées sur leur conception du HPE. Bon, on va pas s'étaler sur ça, c'est pas grave. Mais je sais pas si t'as envie de répondre à ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas. C'est bien, toi, si tu tombes sur des gens qui ne sont pas arrêtés. Alors, les deux dernières questions. Alors, quelle solution tu proposes pour aider à mieux vivre, à les aider à mieux vivre leur hypersensibilité aux gens? Mais je suppose qu'il n'y a pas qu'une seule solution de toute manière, et tu viens de le dire, faut s'adapter. Mais toi, en tant que neuroscientifique, est-ce que tu penses que dans le futur, il y aura des petits trucs arrangés par les neurosciences médicales pour changer l'hypersensibilité. Est-ce que tu crois que c'est possible? Genre antidépresseur, mais qui serait anti sensibilité débordante. Je sais pas. Je pense qu'on les a déjà, les trucs, et pas forcément sur le plan chimique, mais au niveau comportemental. Hein. Moi, je te parlais de la régulation. À mon avis, c'est une clé vraiment. C'est la façon dont je l'explique dans mon livre aussi, c'est que en fonction de ses caractéristiques, on va avoir des besoins vraiment particuliers. Et pour moi, une personne qui a une sensibilité plus élevée, elle va avoir un besoin de régulation qui est important puisqu'elle est dans cette intensité. Et réguler ses émotions, c'est tout à fait possible si on n'est pas dans de la pathologie justement, parce que ça peut être, voilà, on peut être dans un état dépressif, un état maniaque ou il y a bien la différence à faire, en fait, cette sensibilité. Hein. Mais si on est dans de la normalité, une sensibilité normale mais plus élevée, arriver à mieux se réguler, c'est tout à fait possible. Mais si on regarde du point de vue des neurosciences, justement, on a plein de théories et d'outils, du coup, qu'on peut transporter dans le domaine clinique pour aider les gens à mieux se réguler. De base, c'est la plasticité du cerveau, donc. Oui, tout à fait. Donc là, dans l'intelligence émotionnelle, c'est beaucoup plus, à mon sens, beaucoup plus malléable, beaucoup plus susceptible de changer. En fait, on peut apprendre toutes ces stratégies pour arriver à mieux se réguler et du coup, utiliser sa sensibilité pour gagner en intelligence émotionnelle. Donc c'est ça qu'on peut faire sur le plan clinique, amener les personnes à mieux comprendre déjà ce qui se passe en elles, à comprendre à quoi ça sert une émotion aussi. Puis ça, je pense que tout le monde aurait besoin d'un petit coup. Ah ben oui. Là-dessus. Ça, c'est clair. Qu'on soit sensible ou pas. Donc, c'est vraiment répondre à ce besoin de régulation qui va permettre d'avancer. Alors donc, si les gens sont, au contraire de moi, des gens qui savent lire et qui aiment bien les livres et qui ont envie de se renseigner sur les neurosciences des hauts potentiels intellectuels et de l'hypersensibilité, et donc de savoir faire la part des choses et en même temps de savoir de quoi on parle, ils peuvent donc lire ton livre Au cœur des cerveaux hauts potentiels et hypersensibles. Tu as envie de dire quelque chose sur ce livre? Ouais, j'aurais envie de dire qu'il s'adresse aussi bien aux potentiels qu'aux personnes sensibles, hein, qu'elles se sentent concernées par l'un ou l'autre ou les deux. Pour moi, j'avais vraiment à cœur d'avoir un éclairage scientifique. D'ailleurs, il y a 10 pages de bibliographie tout à la fin. Donc pour ceux qui ont envie d'avoir les articles et les données, c'est aussi. Mais le texte est très fluide. Hein. Ceux qui n'ont pas envie de s'encombrer avec ça, c'est aussi tout à fait accessible. Et j'ai organisé le livre en deux parties aussi. Une première partie qui explique comment ça se passe dans le cerveau pour les deux types de profils. Quand tout va bien finalement, quand on le vit bien, quand on peut profiter des avantages que l'un ou l'autre procure.
Donc comme ça, les personnes qui n'ont pas de problème, elles peuvent se retrouver dans le livre. Et la deuxième partie va plus aborder les souffrances potentielles des deux profils et des solutions aussi qu'on peut trouver en se basant sur les études scientifiques, quels outils, comme on parlait de régulation, etc. À la fois pour les personnes HPI, pour les personnes hautement sensibles. Donc le livre peut se lire, voilà, on peut picorer, on peut prendre les chapitres les uns après les autres ou dans n'importe quel sens. Donc, j'aime bien la liberté, donc j'avais envie d'offrir ça aussi à mes lecteurs. Cool. Et il est relativement récent, non? Il est sorti quand? Oui, il est sorti en mai 2022. En mai, d'accord. Ah oui, dans ma tête, c'était récent, mais pas si récent. Bon, ben, c'est génial, ça. Merci beaucoup, Pascal Michelon. Écoute, je pense que peut-être je serais tenté de te réinviter un de ces quatre parce que je sens que j'ai encore plein de questions et que tout le monde a plein de questions. Peut-être qu'on te retrouvera donc. Sinon, merci beaucoup. Avec grand plaisir et merci à toi, Raph. Voilà, merci Pascal Michelon. Si j'avais lu le livre avant l'entretien, j'aurais probablement posé beaucoup d'autres questions. Et nous reviendrons toujours avec Pascal Michelon sur le cerveau au potentiel intellectuel dans d'autres vidéos et d'autres épisodes. Donc restez avec nous. Si cet épisode vous a apporté quelque chose comme il m'a apporté à moi, eh bien likez, partagez cet épisode sur l'hypersensibilité, c'est quand même important. Abonnez-vous. Comme vous le savez, tout ça permet au podcast aussi de se développer. C'est une aide gratuite. Merci intensément. Et soutenez le podcast intensément. Car Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel. En attendant, vous savez que vous avez plein de vidéos si vous voulez vous renseigner sur tous ces sujets. Et on se voit dans la prochaine. Ciao, ciao!